Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la chaîne de podcast de la filière ORCID, la filière santé des maladies rénales rares. Cette nouvelle série de podcasts est consacrée au protocole national de diagnostic et de soins, ou PNDS, sur le syndrome de Gitelman. Une maladie rare, souvent découverte de manière fortuite, et qui touche le quotidien de nombreux patients et de leurs familles. Ce PNDS a été publié en 2022 sur le site de la HAS, la Haute Autorité de Santé, et a été coordonné par les docteurs Anne Blanchard et Rosa Vargas Coussou sous l'égide de la filière ORCID. Dans les épisodes précédents, nous avons parlé de la maladie, de son diagnostic et du traitement au quotidien. Aujourd'hui, dans ce quatrième et dernier épisode, nous allons aborder les conseils diététiques, les situations particulières dont la grossesse et les complications possibles. Pour en parler, je retrouve nos deux invités qui ont participé à la rédaction de ce PNDS, le docteur Rosa Vargas Coussou, néphrologue pédiatre, généticienne à l'hôpital européen Georges Pompidou, ou HEGP, et le docteur Caroline Probertois, néphrologue adulte, en physiologie et exploration fonctionnelle à l'HEGP. Bonjour docteur. Bonjour. Bonjour. Donc aujourd'hui parlons alimentation. Vous avez mentionné dans les épisodes précédents les aliments riches en potassium et en magnésium. Quelle est la place du conseil diététique ? Existe-t-il un régime particulier ? Il peut être utile d'orienter les patients vers une consultation diététique pour enrichir l'alimentation en aliments riches en potassium et en magnésium. Il est courant de conseiller aux patients de manger du chocolat et des bananes, mais ce régime chez l'adulte va entraîner une prise de poids et apporter du sucre chez des personnes qui ont tendance à avoir une résistance périphérique à l'insuline. Certains aliments, comme les fruits secs, contiennent beaucoup de potassium, tandis que le chocolat est très riche en magnésium, mais insuffisamment en potassium. Par exemple, il faut 70 g de chocolat qui apporte 400 kcal et 12 g de glucose pour apporter l'équivalent d'un comprimé de calories. Vous pourrez retrouver dans les PNDS des tableaux qui illustrent les quantités de quelques aliments à absorber pour apporter 500 mg de potassium élément, soit un comprimé de calories ou 100 mg de magnésium. Les calories et la quantité de sucre apportées de manière concomitante sont aussi indiquées et doivent aussi être prises en compte pour les conseils donnés aux patients. Docteur Rosa Vargas Coussou, quelles sont les complications du syndrome de Gitelman chez l'enfant ? Le risque d'épisode de déshydratation extracellulaire aiguë peut être une complication dans l'évolution d'un syndrome de Gitelman chez l'enfant. Dans ces cas, l'hypokaliémie et l'hypomagnésémie peuvent s'aggraver ainsi que leurs symptômes. Fatigabilité, faiblesse musculaire, crampes, crise de tétanie ou paresthésie. À cela peut se rajouter une soif intense, une constipation ou des douleurs abdominales. Le risque d'épisode de déshydratation extracellulaire peut survenir en cas de vomissement, de fièvre ou d'infection intercurrente. Dans ces cas, il faut demander au médecin référent un protocole d'adaptation de la supplémentation sodée et potassique. Par exemple, si la fonction rénale est normale, le patient peut augmenter son traitement d'une dose unitaire de sel et de potassium avant de réaliser des analyses biologiques et de prévenir son médecin. Mais devant l'impossibilité de prise orale des suppléments ou en cas de troubles sévères, une supplémentation intraveineuse en urgence et milieu hospitalier peut être nécessaire. Comme dit précédemment, le retard de croissance peut être présent chez l'enfant et notamment chez les garçons. Ce retard de croissance, parfois sévère, peut durer plusieurs années et habituellement associé à un retard pubertaire, mais celui-ci est le plus souvent réversible partiellement ou complètement par les traitements. Un retard saturé et pubertaire doit donc faire réaliser une radiographie du poignet gauche des faces pour évaluer l'âge osseux et donc la maturation osseuse. La physiopathologie du retard de croissance dans le syndrome de Gitelman n'est pas complètement élucidée. Les troubles hydroélectrolytiques pourraient y participer. Il a aussi été rapporté certaines observations où le syndrome de Gitelman était associé à un déficit en hormone de croissance répondant bien au traitement par cette hormone. De façon intéressante, il a été montré qu'un traitement par hormone de croissance dans le syndrome de Gitelman pouvait se révéler bénéfique dans la correction de l'hypomagnésémie.
En tant que néphrologue adulte, je pose cette question pour vous, docteur Robertois. Quelles sont les complications du syndrome de Gitelman, cette fois-ci à long terme? Le syndrome de Gitelman a été initialement considéré comme une maladie bénigne. Néanmoins, le suivi de patients et les études de qualité de vie ont montré que le syndrome de Gitelman peut être une maladie sévère chez certains patients. Ainsi, l'asthénie est une manifestation clinique majeure de ce syndrome. Elle détermine en grande partie l'altération de la qualité de vie des patients et doit être combattue par une hygiène de vie sans faille et des mesures d'adaptation de la vie au travail. L'information des accompagnants familiaux est très importante pour faire comprendre le lien entre ce symptôme et la maladie et la nécessité d'un soutien bienveillant. Des troubles musculaires et neurologiques tels que des paresthésies, une faiblesse musculaire voire une rhabdomyolyse peuvent être secondaires aux désordres hydroélectrolytiques. Et l'asthénie et les difficultés de concentration peuvent également compromettre les performances scolaires. Les complications cardiaques, liées à l'hypokaliémie, ont assez exceptionnellement une traduction clinique chez les patients pédiatriques, mais le risque d'anomalie de l'électrocardiogramme, comme une onde U, une onde T inversée, un allongement de l'intervalle QT, doit systématiquement être évalué. Un électrocardiogramme doit être réalisé chez tous les patients, et le patient doit avoir en sa possession un ECG de référence avec la valeur concomitante de kaliémie. En présence d'un QT long, il faut rechercher une autre cause de QT long, comme des médicaments favorisants ou une origine génétique, et il faut alors insister sur la supplémentation orale en potassium et en magnésium, répéter l'électrocardiogramme et contre-indiquer les sports de compétition. Des arythmies, atriales et ou ventriculaires peuvent survenir. Des explorations complémentaires cardiologiques, comme un Holter ECG, une épreuve d'effort ou une échocardiographie, doivent être réalisées selon le contexte. Une résistance périphérique à l'insuline a aussi été décrite dans ce syndrome, et des tableaux d'intolérance glucidique et de diabète ont été rapportés, y compris chez les patients pédiatriques. La pression artérielle augmente avec l'âge et une hypertension artérielle peut apparaître, décrite vraisemblablement à tort comme une complication du syndrome. Sa présence chez un sujet adulte, en particulier après 40 ans, ne doit donc pas exclure le diagnostic. La taille à l'âge adulte, après un diagnostic de syndrome de Gitelman dans l'enfance, peut être inférieure à la taille cible génétique, mais sera le plus souvent dans la limite de la normale. Le PNDS parle aussi d'une complication articulaire, la chondrocalcinose. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est? Sur le plan rhumatologique, une complication fréquente est la chondrocalcinose articulaire. La chondrocalcinose consiste en des dépôts de pyrophosphate de calcium qui apparaissent physiologiquement en l'absence de pathologie particulière à un âge avancé après 70 ans. Dans le cadre du syndrome de Gitelman, elle survient de manière précoce en raison de la carence en magnésium qui est un facteur de risque bien connu de cette pathologie. Des calcifications peuvent survenir dès l'âge de 30 ans, mais ce n'est généralement qu'après 40 ans que la pathologie est cliniquement parlante. Les cristaux se localisent avec une fréquence élevée dans la colonne cervicale et peuvent provoquer des douleurs cervicales inflammatoires pouvant irradier dans les bras. Les autres localisations de chondrocalcinose par ordre décroissant de fréquence sont les genoux, les poignets, les chevilles, les articulations temporomandibulaires, les épaules, les hanches, les coudes. Le traitement de la crise de douleur articulaire repose sur l'administration des anti-inflammatoires stéroïdiens et de colchicine. Le traitement de fond de la chondrocalcinose repose sur une faible dose continue de colchicine. Les formes très virulentes, provoquant des douleurs inflammatoires importantes et répétées, en particulier lorsqu'elles sont résistantes aux anti-inflammatoires, doivent faire discuter l'administration d'anticorps anti-interleukine 1 ou anti-interleukine 6. Un suivi rhumatologique régulier est souhaitable chez ces patients, en coordination avec le néphrologue. À noter que des crises de gouttes sont apparemment aussi plus fréquentes chez les patients atteints de syndrome de Gitelman que dans la population générale, en rapport avec une hyperuricémie. Lorsque la localisation semble à faveur de ce diagnostic, il est important de pratiquer une ponction articulaire pour regarder donc la nature des cristaux en cause. La surveillance de l'uricémie est également importante chez ces patients. D'autre part, des calcifications sclérochoroïdiennes ont été également décrites. Elles peuvent être suspectées par un scotome ou une baisse de l'acuité visuelle et seront diagnostiquées par un examen ophtalmologique avec un fond d'œil dilaté, voire une échographie oculaire ou une angiographie à la fluorescéine et au verre d'indocyanine. On entend aussi parler de vertige ou de troubles de l'équilibre chez certains patients. Est-ce lié? De nombreux patients atteints du syndrome de Gitelman souffrent aussi de vertiges, et ceux-ci sont généralement attribués à une hypotension orthostatique, secondaire à la perte de sel. Cependant, les vertiges ne sont pas toujours dépendants de la position, et une étude a récemment mis en évidence une fréquence anormalement élevée de dysfonction vestibulaire. Le cotransporteur NCC a été mis en évidence dans la partie médiale du sac endolymphatique de l'oreille interne. Il semble à ce site contribuer à réguler la pression
et ou le volume de l'endolymphe. On pense que l'inactivation de NCC peut entraîner un hydrops vestibulaire, soit une dilatation de l'espace endolymphatique, à l'origine des vertiges observés chez les patients atteints de syndrome de Gitelman. Une consultation ORL est donc nécessaire pour tout patient présentant un syndrome de Gitelman et décrivant des vertiges afin d'en déterminer la cause et de mettre un traitement adapté. Nous allons aborder maintenant un sujet qui intéresse beaucoup les patientes, la grossesse. Docteur Probertois, quelles sont les particularités de la prise en charge du syndrome de Gitelman au cours de la grossesse ? Physiologiquement, au cours de la grossesse, on observe une augmentation précoce du débit de filtration glomérulaire de 30% et une rétention globale de sodium et de potassium, avec augmentation du volume plasmatique en raison des modifications physiologiques de plusieurs facteurs agissant sur la kaliurèse et la natriurèse. Les modifications hormonales au cours de la grossesse et l'hémodilution associées aboutissent, entre autres, à une baisse de la kaliémie et de la magnésémie. Les valeurs de référence des concentrations ioniques sont donc différentes au cours de la grossesse. Par exemple, elles sont pour la kaliémie de 3,2 à 5 mmol par litre et pour la magnésémie de 0,6 à 1 mmol par litre. La découverte d'une hypokaliémie importante au premier trimestre de la grossesse chez une patiente qui n'est pas connue pour avoir un syndrome de Gitelman nécessite une exploration pour en comprendre la cause. Chez les patientes atteintes de syndrome de Gitelman, on observe une baisse précoce de la kaliémie au premier trimestre de grossesse en raison des modifications physiologiques dont on vient de parler, mais aussi des troubles digestifs à type de nausées et de vomissements. Quelques études de série de grossesse dans le syndrome de Gitelman ont montré une baisse de la kaliémie et de la magnésémie, en particulier au premier et au deuxième trimestre de grossesse, nécessitant une surveillance mensuelle et une supplémentation orale de potassium et de magnésium pour cibler une kaliémie entre 2,5 et 3 mmol par litre et une magnésémie supérieure à 0,6 mmol par litre. La connaissance du diagnostic avant la grossesse avec une supplémentation adaptée en potassium et en magnésium permet le bon déroulement de la grossesse dans la majorité des cas. Les complications en cours de grossesse les plus fréquemment rapportées sont l'oligoamnios du troisième trimestre, les troubles du rythme cardiaque ou la faiblesse musculaire en l'absence de contrôle de kaliémie et de magnésémie. Il n'a pas été observé de complications lors de l'accouchement, mais certains auteurs recommandent l'utilisation préférentielle de produits anesthésiques moins cardiotoxiques et la prévention du risque d'hypovolémie. Une prise en charge multidisciplinaire est indiquée avec un suivi mensuel spécialisé dans une maternité de niveau 3. Le traitement est basé sur la supplémentation en potassium et en magnésium. Il est également proposé par certains auteurs des traitements natriurétiques et périurinaires de potassium avec surveillance stricte de la volémie avec du modamide ou de l'éplérénone qui n'ont pas montré de risque tératogène. L'objectif de ces traitements n'est pas de normaliser la kaliémie et la magnésémie, mais d'atteindre des valeurs cibles de potassium et de magnésium. Le pronostic materno-fœtal rapporté à distance est le plus souvent bon. Merci infiniment, Dr Vargas Poussou et Probertois, pour la clarté et la richesse de vos explications tout au long de cette série. Et merci à vous, auditeurs, auditrices, d'avoir suivi ces 4 épisodes consacrés au syndrome de Gitelman. N'hésitez pas à consulter le site de la HAS et de la filière Orchid pour retrouver le PNDS complet et des ressources d'information pour les patients et les professionnels. Prenez soin de vous et à très bientôt sur notre chaîne de podcast.